Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en auteur. Comme par un effet de montagne russe, l'histoire littéraire, artistique et culturelle voit se succéder périodes de pic et de creux. C'est à un véritable âge d'or de la création et de la mondanité que nous invite Anne de Lacretelle dans son passionnant ouvrage autobiographique, justement intitulé « Tout un monde » et publié aux éditions de Fallois. Ayant pour nom Proust, Morand, Cocteau, Gide ou Valéry, mais aussi Charles de Bestéguy, Marie-Blanche de Polignac ou Marie Laurencin, Anne de Lacretelle, fille de l'écrivain et académicien Jacques de Lacretelle, présidente fondatrice du prix Sévigné, ressuscite de manière originale, élégante et franche la galaxie dorée à laquelle appartenaient ses parents, tout en livrant d'eux d'extraordinaires portraits par touche. En écho avec bien des beaux lieux évoqués dans son livre, Anne de Lacretelle nous reçoit dans son château d'Amfreville-sur-Iton, dans l'Eure. Il est maintenant temps pour nous d'aller retrouver Anne de Lacretelle dans la bibliothèque du château d'Amfreville. Anne de Lacretelle, bonjour, merci d'accueillir le tournage de l'Essonne en auteur dans la bibliothèque de votre demeure normande. Comme je vous le confiais il y a quelques instants, notre émission a un petit rituel. Au début de l'émission, on fait toujours réagir l'invité au lieu de tournage. C'est un peu particulier parce que nous sommes chez vous, mais ça ne m'empêche pas de vous poser cette question. Que représente ce château d'Amfreville-sur-Iton, et plus particulièrement cette bibliothèque, puisque vous avez tenu à ce que nous tournions ici? Alors, cette demeure est avant tout une maison de famille. J'ai 4 enfants, 4 petits-enfants, et c'est le centre du rassemblement de la famille. Heureusement, nous avons aussi des petites dépendances et où nous pouvons accueillir des amis. Quant à cette pièce, c'est, vous le devinez, le cœur de la maison. J'avais récupéré toute la bibliothèque, enfin une partie, mais une grande partie de la bibliothèque de mon père, ses manuscrits, ses archives, et j'ai voulu qu'elles soient rassemblées ici. Alors, nous vous rencontrons aujourd'hui pour un livre superbe, nous le disions, Tout un monde, aux éditions de Fallois, qui est en fait un monde centré autour de la personnalité de Jacques de Lacretelle. Mais si vous le permettez, je voudrais que nous essayions de définir ensemble quelle est exactement la forme de ce livre. Parce qu'il est autobiographique, mais il n'est pas ni une autobiographie, ni des mémoires, ni une biographie. Moi, j'ai eu l'impression, vous utilisez au début de votre livre la métaphore de la peinture, que vous faisiez une sorte de portrait irisé de vos parents, et l'irisation se serait produite au contact soit justement de tout un monde, les gens autour d'eux, mais aussi des lieux. Est-ce que vous trouvez que ça résume bien les choses et votre intention? Oui, vous avez tout à fait raison. Ce livre est une œuvre un peu hybride. Je dois dire que l'idée m'en est venue en lisant le beau livre d'un ami, Dominique Fernandez, sur son père, et ça s'appelait Ramon. Et ça n'était pas du tout une biographie stricte au sens très chronologique. Non, c'était, comme vous le décrivez, toutes sortes de petites touches qui finalement faisaient surgir le personnage. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Alors, ce livre donc, qui s'appelle « Tout un monde », est-ce qu'il n'est pas aussi une sorte de projet oxymorique, c'est-à-dire à la fois rendre hommage à vos parents, surtout à votre père, mais quand on va rentrer un peu plus avant dans ce que vous dites, vos parents ont eu quand même des personnalités marquantes et donc aussi un petit peu exorciser vos frayeurs. Est-ce que le livre il n'est pas un peu entre ces deux tensions qui ont l'air contradictoires? Rendre hommage et exorciser certaines frayeurs.
Oui, bien sûr. Parce que, au fond, je fais partie de toute cette génération où les parents étaient très absents. Ils confiaient leurs enfants à des personnes pour s'en occuper, pour les soigner. Mais on a vraiment eu le sentiment d'un manque. On avait envie de les voir et ils partaient en voyage, en colloque, en conférence. Et on se sentait un peu abandonné. Ça, c'est vrai, je l'ai ressenti. Et au fond, c'est paradoxal à dire, la guerre, comme je le dis dans mon livre, la guerre nous a rapprochés parce qu'il y a eu l'exode, on est partis tous ensemble. Mais avant la guerre de 40, on voyait très peu nos parents. Alors, à la fois, c'était des êtres mythiques. On les apercevait, on les admirait, on les aimait, hop, et puis ils disparaissaient. Et c'était un peu sinusoïdal, un peu difficile à vivre. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond, qui est plus de l'ordre de la douleur, je pense, parce que vous avez décidé de placer votre livre sous une épigraphe de Paul Morand, dont on va parler. Et cette épigraphe, elle dit « Si vous n'avez pas mal quelque part, inutile d'écrire ». Donc c'est aussi une raison quand même de guérir, d'expurger une souffrance. Évidemment, évidemment. J'avais écrit un précédent livre et en exergue, il y avait une phrase d'Anaïs Nin qui expliquait ça et qui expliquait le pouvoir, ça tout le monde le sait, le pouvoir d'exorcisme et curatif de l'écriture. Écrire, c'est transporter sa peine en mots. Et c'est pour ça que j'avais pris cette phrase du journal inutile de Paul. Je l'appelle Paul parce que je le connais depuis tout, il m'a connu depuis l'enfance, voilà. Alors, ce livre qui s'appelle Tout un monde, il annonce, si vous me permettez cette expression, un peu la couleur, même déjà dès la photo de couverture. Parce que cette photo de couverture, c'est un assemblage de portraits, de photos, au centre duquel on reconnaît votre père, et puis on voit 6 autres personnages qui sont rien moins que Marcel Proust, François Mauriac, André Gide, Paul Valéry, Paul Morand, Jean Cocteau. Est-ce que ce livre, c'est aussi une sorte d'hommage mélancolique à la littérature et je dirais aussi à la civilité? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Écoutez, c'est vrai qu'ils ont été très soudés à des moments divers de leur vie et surtout ce que j'appelle les amis, c'est-à-dire ces êtres qui traversent la vie avec nous. Quelquefois, il y a des lacunes, on se voit moins, mais ils ont traversé la vie à des périodes très précises et ils ont connu les mêmes joies, les mêmes épreuves. Mélancolique, finalement, non, parce que le bilan est quand même très beau et très glorieux, même si certains d'entre eux connaissent ce qu'on appelle une traversée du désert, littérairement au niveau du public. Mais oui, ce monde est passé, mais je le regarde avec beaucoup d'admiration. En fait, vous êtes surtout contente d'avoir connu ces gens-là, plus que de déplorer leur perte. Magnifique, exactement, magnifique, c'était magnifique. Il y avait, on sentait une électricité, un esprit qui circulait, mais presque palpable. Ils étaient merveilleux, je dois dire. Ça méritait qu'on rende hommage. Alors, on va évoquer évidemment en tout premier lieu, maintenant qu'on a défini un petit peu le projet, vos parents. Et votre père en premier lieu, évidemment. Vous donnez de Jacques de Lacretelle, écrivain, académicien français, dont le titre le plus connu est quand même Silbermann, je dirais une image entre ombre et lumière, tout dépend du rôle dans lequel vous le présentez. On va d'abord le présenter en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, Jacques de Lacretelle, vous le présentez de manière un peu inquiétante. Voilà exactement ce que vous dites, vous le ressentez, et j'insiste sur le verbe ressentir, ça ne veut pas dire que c'est exactement ce que vous penseriez aujourd'hui. Mais vous le ressentez comme arrogant, vous dites qu'il est un peu mystérieux, vous dites qu'il entre dans des fureurs sismiques, c'est d'ailleurs pourquoi vous le surnommez Zeus, et vous dites aussi autre chose, ça ne m'a pas du tout choqué, mais j'ai aimé à la fois la façon dont vous le disiez, et ça m'a étonné
que vous disiez ça, que vous précisiez cela. Vous expliquez qu'il avait des goûts intimes divers, et je vous cite parce que c'est bien mieux dit que moi, enlevant aussi bien Ganymède qu'Europe. Est-ce que ces adjectifs d'inquiétant, arrogant et mystérieux résument bien l'homme Jacques de Lacretelle? Non, là, c'est le côté qui m'inquiétait, mais il était avant tout et d'abord d'un charme inégalable. Et ce charme, je veux dire, pas seulement physique, il était très beau. Et Proust dit qu'il n'avait jamais vu un aussi bel homme. Oui, un des plus, c'est exactement le plus bel homme qu'il ait connu. Et il avait aussi, alors, étant très beau, cette chance que beaucoup pourraient lui envier, c'est qu'il parle dans un de ses textes des plaisirs trop faciles de la chair. Ce qui d'ailleurs le pousse au travail, parce qu'une fois qu'on a épuisé ses plaisirs, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Alors on travaille. Et en effet, il était mystérieux, arrogant, il a eu des liaisons masculines et féminines que lui valait son charme, sa culture immense, et évidemment sa beauté. Alors j'ai remarqué que tout au long de cet ouvrage, vous le nommiez surtout de deux façons. D'abord, vous ne l'appelez jamais papa. Le mot est absolument absent. Vous dites évidemment mon père parce que c'est un fait objectif, mais vous l'appelez surtout soit Jacques, soit Lacretelle. Pourquoi ce choix et est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre dans la variante quand vous l'appelez soit Jacques ou soit Lacretelle? Et ça m'amuse énormément que vous me posiez cette question parce que en fait, au départ, le livre devait s'appeler Zeus et compagnie. Parce que pour moi, il était Zeus, c'est-à-dire qu'il arrivait comme Jupiter, vous voyez, enfin Zeus, du nom grec, et la foudre, et il se passait toujours quelque chose. Quand il arrivait dans une pièce, il se passait... Et alors, l'éditeur m'a dit, vous ne pouvez pas dire Zeus pendant tout le long du livre. Alors, il a fallu varier entre Zeus, Lacretelle ou Jacques. Je dis Jacques quand il s'agit de ses amis. C'est une anecdote qui concerne ses amis, donc c'est Jacques. D'accord, très bien. Alors, maintenant, on va plutôt aborder la facette de l'écrivain. Et souvent, on imagine que l'écrivain, c'est un surdoué à l'école, et vous donnez un autre portrait. Vous montrez qu'il a été plutôt en délicatesse, n'est-ce pas, avec les études scolaires? Oui, c'est-à-dire que mon père, c'est là où on retrouve peut-être l'arrogance, c'est qu'il détestait les contraintes qu'on lui impose. Il ne supportait que les contraintes qu'il s'imposait à lui-même, jamais les contraintes des autres. Alors l'école ou un bureau, il a essayé de rentrer dans la vie professionnelle. Dans la banque, oui, c'était impensable, inconciliable avec sa nature profonde. Et donc, l'école ne lui a pas du tout convenu. Et il a fait 2 tentatives de bachot qui ont raté et il n'avait même pas son bachot. Vous me dites que Jean Cocteau non plus, je l'ignorais. Oui, c'est une chose qui m'a frappé dans toute cette génération, puisque ce sont un peu des écrivains de même génération, aussi bien, et puis ça rassurera peut-être quelques cancres, nous sommes à quelques mois de passer le bac, alors on va leur donner de l'espoir. Il se trouve que aussi bien Jean Cocteau que Louise de Villemorin que Jacques de Lacretelle ont été à la fois... et Maurice Reims. Maurice Reims, mais qui était un auteur dans une moindre mesure, surtout un commissaire-priseur. En tous les cas, des gens qui ont très bien réussi et dont... pour 3 d'entre eux dans la littérature et qui n'ont pas du tout réussi dans les études. Non. Toujours pour parler de l'écrivain, vous avez beaucoup d'admiration pour lui et une des qualités qui est un peu bizarre par rapport à ce que nous venons de dire qu'il avait, c'est que tout le monde souligne, de Proust à des éditeurs, à vous-même, qu'il était un travailleur acharné. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire même quelle forme ça prenait? Par exemple, cette espèce de retraite monacale, quasiment. Absolument. Alors, il a écrit la majeure partie de son œuvre entre 1920 et 1934, c'est-à-dire en 15 ans. On peut dire que la majeure partie de son œuvre a été écrite en 15 ans. Et là, il partait et il se réfugiait dans des petits hôtels, n'importe, un peu minables même, minables et tout ça.
mais pour être absolument détaché des plaisirs, pris en étau devant la nécessité d'écrire. C'était vraiment et il ne repartait de son endroit horrible. Je parle pas du paysage, mais de l'endroit, du lieu même de petite auberge, que lorsqu'il avait fini son travail. Et même une fois marié, alors qu'il y avait la vie familiale, il a quitté la maison pour aller, on allait lui rendre visite dans un petit hôtel à côté parce qu'il voulait terminer le pour et le contre. Quand il avait un projet, oui. Voilà. Oui. Donc il s'abstrayait de la vie familiale. Il s'est exclu de sa vie familiale pour, je crois que Mauriac, une de ses petites filles m'a dit que c'est la même chose de Mauriac. Je crois qu'ils avaient besoin absolument, comme des chats qui vont accoucher dans des recoins. D'accord, oui, c'est une image qui est assez intéressante. Je voudrais que vous me décriviez la poétique. Voilà, alors cette fois-ci, on va vous mettre dans le rôle du professeur. Admettons que je sois un béotien total. Est-ce que vous pourriez me dire en quoi un peu consiste la poétique de Jacques de Lacretelle? Voilà, c'est quoi les grands aspects de son œuvre, son style? C'est avant tout l'analyse des mouvements du cœur humain. Et c'est très intéressant, et de l'inconscient, et c'est très intéressant parce qu'il a écrit son œuvre au moment pratiquement entre 20 et donc 35, où arrivait en France, était popularisé en France. Freud, en 1926, est traduit en français. Voilà, c'est ça. Et les écrivains de l'inconscient et des mouvements du cœur ont vu cette arrivée avec énormément de suspicion. Et Gide écrit à mon père: nous la connaissions, cette Amérique-là, ou enfin une phrase dans ce sens. Ils se sont sentis un peu, si vous voulez, on avait fait une intrusion dans leur domaine. Et mon père donne des phrases terribles sur la psychanalyse, et c'était un conflit entre l'imagination de l'écrivain et le médecin qui vient analyser d'une manière tout à fait précise et pragmatique les mouvements du cœur. Et l'écrivain voulait la primauté. Et ça, c'est... le trait majeur de sa poétique. Le majeur, c'est les mouvements de l'âme humaine. C'est ça. Alors, ça peut être la jalousie, ça peut être la méchanceté, ça peut être... il y a dans le roman qu'il a écrit, qui s'appelle L'amour nuptial, et qui a eu le grand prix du roman, c'est un homme qui, par harcèlement moral, arrive à faire mourir sa femme de harcèlement moral. D'ailleurs, la mort est... Enfin, j'invite les gens à lire ce roman, la fin est terrible. Oui, c'est terrible. Eh bien, c'est les mouvements, la relation et les mouvements du cœur entre deux êtres. Et son premier livre pourrait être Un autiste. Le deuxième, c'est la haine raciale. On va en parler de ces aspects-là. Oui. Je vous interromps parce que je veux progresser vers ce que vous êtes en train de dire. Avant ça, vous faites le constat suivant. Vous observez que votre père, son lectorat, disons, est un peu en berne en ce moment. Alors d'abord, est-ce que vous avez une explication? Pourquoi est-ce qu'il y a des auteurs? Voilà, même une explication générale. Pourquoi des auteurs demeurent? Pourquoi d'autres tombent dans une sorte de confidentialité? Alors qu'en plus, vous mettez, je vous l'avoue, très très bien en avant tout ce que peut avoir de contemporain l'œuvre de votre père. Par exemple, deux titres en particulier. On a dit à l'instant que votre père était un romancier de la psychologie, un romancier de l'âme humaine, etc. Oui. Bon. Et aujourd'hui, notre société, elle est très attentive à tout un tas de choses comme ça. Problèmes de société comme la violence scolaire, c'est quand même un thème très important. L'autisme aussi. Et finalement, on s'aperçoit que l'œuvre de votre père, elle est très contemporaine parce que voilà des thèmes qu'il a parfaitement abordés. On pourrait tout à fait lire ses livres aujourd'hui de manière éclairante. Prenons par exemple Silbermann, qui est quand même un titre qui demeure, qui est encore celui qui est le plus connu, qui traite à la fois
de l'antisémitisme, alors je crois que nous connaissons un regain dans le domaine, mais aussi de la violence scolaire, en plus la violence scolaire contre le meilleur à l'école. Ça, c'est une chose qu'on voit. Oui. Et puis, c'est tout à fait actuel. Jean Hermelin, un autre portrait où là, on pourrait voir, même si le mot n'est pas employé, mais la réalité, c'est celle-là qui est décrite, celle de l'autisme. Comment vous expliquez qu'un auteur, à un moment donné, disparaît un petit peu? Et est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que votre père, finalement, a abordée? Alors, on peut peut-être tempérer un peu les choses, les voir de manière moins négative, parce qu'en effet, on pourrait dire plus personne ne lit Jacques Delas. C'est faux. D'abord, Silbermann a été étudié dans les lycées. Et il m'arrive de rencontrer des personnes beaucoup plus jeunes. Quand ils voient mon nom, ils me demandent... si vous êtes de la famille de Jacques de la Crotelle. Oui, donc ça, je ne sais pas si Silbermann est toujours étudié dans les lycées, mais ça pourrait, parce que c'est vraiment tout à fait actuel. Et puis, aussi une chose, c'est que mon père n'a jamais cédé à... Je cherche pas la pornographie, mais un laxisme très sexuel. Ça ne l'intéressait pas du tout pour ses romans. Il s'en est expliqué à plusieurs reprises. Et par exemple, pour La Boniface, qui est l'histoire... C'est pareil, c'est très moderne, La Boniface, parce que c'est l'homosexualité féminine, qui n'est pas un thème si traité que cela. Oui, il dit que ce qui l'intéresse, c'est l'attirance de deux femmes l'une pour l'autre, mais ça n'est pas ce qui se passe dans leur lit. Et ça, il le dit très clairement, et ça n'est pas du tout dans le goût du jour. D'accord, donc ça c'est une des explications. Votre père était académicien français. Qu'est-ce que ça pouvait représenter une institution comme ça pour lui? On se moque parfois, et vous citez d'ailleurs des mots, je crois de Cocteau, qui dit que voilà, on s'amuse souvent à se moquer de l'académie. Oui. Même quelqu'un que vous avez bien connu, Jean d'Ormesson, citait souvent, il me semble, cette parole, l'académie. S'en moquer et essayer d'en être. Bon, comment votre père vivait le fait d'être académicien français? Qu'est-ce qu'une institution comme ça représentait pour lui? Alors là, je crois que je peux avoir une explication. C'est que les Lacretelle se sont toujours considérés comme des artisans de la langue française. Et deux de nos ancêtres étaient déjà à l'Académie. Donc c'est une tradition, en un sens. Le troisième académicien. Mais son grand-père, Henri Lacretelle, lui-même écrivait, et il était édité, il est tout à fait inconnu maintenant, il était édité par Poulet-Malassis. Le frère de mon père a été un historien tout à fait reconnu et écrivait aussi. Donc, c'est il y a de génération en génération un Lacretelle écrit. Ça, depuis le XVIIIe siècle. Le premier, c'était Louis, juriste, l'autre est Charles, historien, puis Henri, puis Jacques, puis Pierre, mon oncle, historien, qui a aidé Maurice Druon pour le canevas des rois maudits. Et nous écrivons, et j'ai des petits-enfants, petits-neveux, qui veulent écrire, qui seront écrivains. Ça, donc il s'insérait déjà dans une tradition littéraire. Exactement. Dont l'Académie est un couronnement. Donc pour mon père, c'était, je dirais, presque une évidence. Très bien. Alors, maintenant, on va passer au personnage de votre mère. Et là aussi, c'est un personnage qui m'a un peu fait froid dans le dos parfois. Mais vous allez peut-être corriger mon impression. Surtout la première image que vous en donnez. Parce que vous avez fait un mini-thriller, si vous me permettez cette expression, à l'intérieur de ce livre. C'est au lendemain d'une fête superbe dont on va parler, on ne va pas dévoiler laquelle, mais disons un moment de joie. Tout est réuni pour être au comble du bonheur. Je crois que vous êtes un peu au comble du bonheur. Vous prenez l'air par une fenêtre, c'est quand même, ça semble bien innocent. Et votre mère surgit. Et je vous laisse raconter le reste. Mais écoutez, oui, je crois que c'est un thème romanesque. Il existe la rivalité entre Maupassant a traité ce thème, entre mère et fille. Et ma mère était beaucoup plus jeune que mon père, elle était une ravissante encore comme une petite fille, et tout d'un coup, j'arrivais dans le paysage et je devenais une jeune fille. Et alors, je me souviens que
les gens à Venise, enfin, tous ces amis que vous dites peut-être la Café Society, tous ces amis qui étaient là disaient « Ah, mais vous avez une fille de cet âge ». Et alors à ce moment-là, ma mère l'a ressenti comme une espèce de recul pour elle. Et elle m'a dit cette phrase « Nous n'aurions jamais dû t'emmener, maintenant tout le monde connaît mon âge ». Et c'est un geste féminin, mais par ailleurs, elle était une femme très intelligente, très efficace. Elle a été une grand-mère merveilleuse. C'était donc juste une chose épidermique, mais profonde. Enfin, c'est antinomique ce que je dis, mais une réaction immédiate sur peut-être une chose profonde qui était pour toutes les femmes sûr, la oui. crainte de l'âge. Bon, vous êtes très pudique, vous ne dites pas tout de la scène et nous invitons les gens à la lire complètement. Elle est un peu plus compliquée, mais par élégance oui. sûrement, vous ne la restituez que elliptiquement. Est-ce que quand même on peut dire qu'avec vous, la relation de parce que là vous avez dit après ces relations avec d'autres personnes, mais est-ce qu'avec vous la relation a été plus ou moins toujours mauvaise quand même avec votre mère? Non. Non. Ça s'est arrangé par la suite. C'est pas que ça s'arrangeait, c'était une espèce de deux vies parallèles. Et ma mère était une mère parfaite à la naissance de mes enfants. Elle était tellement contente de voir arriver ses petits-enfants. Et au fond, c'est ça qui compte. Non, nous avions des vies parallèles et je l'admirais beaucoup parce qu'elle avait une énergie dans tout ce qu'elle entreprenait et une conviction. Elle a été présidente des Vieilles Maisons Françaises, qui était une association de sauvegarde. Elle était vraiment merveilleuse d'énergie. D'accord. Alors, effectivement, dans d'autres rôles, vous la présentez comme un personnage, cette fois-ci, plus positif. Et là où elle est sûrement à son zénith, c'est dans sa position d'épouse. Bon, d'abord parce que je crois qu'elle... c'est un grand amour avec votre père. Et là encore, il y a une scène qui est très... Alors, cette fois-ci drôle, vraiment, dans le livre. C'est leur rencontre. Elle est à la fois improbable. Enfin, elle aurait pu très mal tourner. Et elle ressemble un petit peu à une comédie américaine, je trouve. Est-ce que vous voulez raconter les conditions et comment même il y a eu un changement en direct? C'était incroyable. Ils montent tous les deux dans le même wagon. Le train mettait 8 heures. Pour aller à Nice, je crois. 8 heures à l'époque pour gagner Marseille. Marseille, pardon. Et mon père tombe vraiment coup de foudre, enfin coup de foudre pour ma mère qui avait 18 ans et qui avait ce visage ravissant avec ses yeux bleus, ses cheveux noirs et ils se sont regardés 8 heures sans se parler. Et elle a eu un peu peur de lui au début, elle a essayé de changer de wagon et la chance a voulu que tous les autres wagons soient pleins. Donc elle était obligée de revenir à sa place. Oui, et j'ai encore ici, j'aurais pu vous la montrer, la petite carte de visite minuscule où mon père écrit « J'espère ne pas vous avoir dérangé en vous regardant toute la journée, je veux vous revoir ». Il écrit « Je veux vous revoir ». Mais comment? Et il met « Si cette requête vous dérange, oubliez-la ». Et alors, je montrais ça à mes petits-enfants, où maintenant on ne parle que de harcèlement et je dis, c'est sûr, c'est vrai. Est-ce que vous voulez voir un exemple de harcèlement élégant? Et ben voilà. Et je montre cette petite carte qui est charmante, exceptionnelle. Et alors elle la trouve glissée dans un livre qu'elle lisait à l'époque. Et elle a téléphoné, il avait mis son numéro de téléphone et l'adresse, elle lui a écrit, non, elle lui a écrit un mois plus tard. Voilà. Oui, mais il y a une étape que vous omettez qui est très drôle, c'est qu'elle a changé d'avis sur lui en direct parce qu'aussi elle lisait le journal dans le train et qu'à un moment donné, parce qu'il lui faisait un peu peur ce monsieur, vous avez dit que ça pouvait faire penser à du harcèlement, oui, à une sorte de pervers tout de même qui regarde 8 heures, mais elle a changé d'avis parce qu'elle a lu en même temps qu'il était en face d'elle un article dans le journal où il y avait sa photo, elle l'a reconnu. Ça c'est incroyable, c'est-à-dire sans le journal, peut-être l'issue n'aurait pas été la même. Oui, et ça c'était vraiment un hasard. Et après, alors, en fait, elle est tombée amoureuse tout de suite. Bien. Alors, vous écrivez en parlant de votre père, mais peut-être ça peut aussi s'étendre à votre mère. Page 252, une phrase qui m'a beaucoup touché, parce que je vous dis, là, vous avez tendance à parler de manière plus elliptique de vos parents.
qu'on ne se méprenne pas. Il ne s'agit pas de ternir sa mémoire, et peut-être même je pourrais changer le possessif en disant qu'on ne se méprenne pas. Il ne s'agit pas de ternir leur mémoire. Ce n'est pas votre but. Vous n'êtes pas là comme il existe une littérature aujourd'hui pour dire « Oh là là, j'ai été la victime de mes abominables parents ». Ce n'est pas ça que vous voulez faire passer. Avez-vous eu parfois le sentiment d'avoir été injuste dans votre jugement avec vos parents et aussi le fait du temps, c'est-à-dire on ne comprend pas les gens de la même façon selon les âges. Oui, Est-ce qu'aujourd'hui, rétrospectivement, vous révisez votre jugement sur eux? En fait, j'ai eu la révolte de la jeunesse, parce qu'on ne me laissait pas voyager comme je voulais, ou sortir avec qui je voulais, des choses comme ça où j'étais un peu contrainte. Mais profondément, sur le résultat de leur vie, même très jeunes, je les ai toujours admirés parce qu'on voyait les réalisations qu'ils faisaient. Ils travaillaient, ma mère et mon père traduisaient des livres anglais ensemble. Et on voyait les livres de mon père, les articles, les conférences, tout ce groupe d'amis, dont la nièce de Marcel Proust, qui les entourait. On ne pouvait pas ne pas les admirer, on pouvait avoir des mouvements de révolte d'adolescents, ça oui, je les ai eus, c'est vrai, mais pas sur le profond de leur vie et de leur réalisation. D'accord. Alors disons qu'à ce moment de notre entretien, on a tracé la colonne vertébrale de votre livre, c'est-à-dire vos parents. Et comme le livre s'appelle Tout un monde, il faut maintenant greffer là-dessus le reste du monde. La première chose que j'aimerais évoquer avec vous dans cette optique, ce ne sont pas tant des personnes que des maisons. Parce que ce monde, il a un lieu récurrent, alors que ce n'est pas toujours le même en même temps, c'est l'espace du château. Votre famille est une famille d'origine aristocratique, mais aussi parce que c'est une famille peut-être d'esthètes, de gens qui apprécient les belles choses et qui n'apprécient pas les châteaux. Il n'est pas nécessaire d'en avoir un pour les aimer. Votre livre est un livre aussi sur les châteaux. Qu'est-ce que représentent ces types de maisons pour vous, ces types de demeures? Alors ça, pour moi, c'est lumineux, c'est très simple. Un château est un lieu de transmission. Et un de mes amis, avec qui je ne partageais pas toujours ses engagements politiques, Pierre Berger, a dit une phrase essentielle qui est « Un objet d'art n'appartient à personne ». Eh bien, un château n'appartient à personne, c'est un objet d'art. Il est là pour qu'on le transmette et qu'on l'anime. Au sens étymologique du mot anima, lui donner une âme. Son âme le temps d'une vie, et on le transmet. Alors, si on peut le transmettre à des gens qui sont de votre famille et qui ressentent la même chose, c'est merveilleux. Ça a été le cas de mon château d'enfance, qui était depuis 4 siècles dans la famille. Bon, mais il se peut qu'on achète un château et parce que d'autres personnes l'ont aimé avant vous, c'est l'amour et l'animation et la transmission. Ça n'est pas la possession, c'est ça que je veux dire et que les gens doivent comprendre. Ils disent, il y avait une phrase de Mauroy, le Premier ministre, qui avait dit « les gens des châteaux », comme si on était des espèces de prédateurs ou de mafieux. Non, on transmet des œuvres d'art. Un château est une œuvre d'art, on le sait maintenant avec Notre-Dame. Un monument est une œuvre d'art complète, complexe, qui a demandé l'aide de tous les artisans possibles. Et voilà. Donc, ils aimaient les châteaux exactement dans cet esprit-là. Et là, on pourrait vous emboîter le pas et vous donner 1000 fois raison. C'est que ces châteaux, quand pour X raisons, ils ne peuvent plus être habités par des personnes et qui tombent dans les bras de l'État, au bout d'un moment, l'État se rend compte qu'il en a trop sur les bras, qu'il ne peut plus les entretenir et peut-être eût-il mieux valu s'arranger pour qu'ils restent dans des mains privées qui, comme vous dites, lui donnent une âme, que de peser sur l'État qui a beaucoup de patrimoine à entretenir. Vous savez, on est des fous. Les gens qui aiment les châteaux sont des fous. Ça, c'est sûr. Mais on aime les objets d'art. Et voilà, vous savez, il y a des... On dit « un linceul n'a pas de poche ». Bon, tout est dit. D'accord, très bien.
Bon, écoutez, après avoir évoqué l'espace des châteaux, et vraiment, ce sera un des charmes pour les lecteurs de votre livre, il y a l'évocation d'abord de plusieurs châteaux, puis vraiment la réflexion que vous venez de développer devant nous sur ce qu'est un château et qui n'est pas du tout mon château, ma propriété, ce n'est pas du tout ce que vous en dites. Et en plus, on les ouvre au public. Donc c'est tout à fait une relation voilà, d'amateur d'œuvres d'art. Exactement. Il faut maintenant parler des amis. Alors je vous dis tout de suite que je vais mal faire le travail. Pourquoi? Mais c'est un peu votre faute si vous me permettez. Parce que tout un monde, nous ne pouvons pas évoquer tout le monde. Et comme toutes les personnes que vous évoquez sont à chacune un roman ou une biographie, nous allons être obligés de sabrer. Il y en a un qu'on ne peut pas se permettre de sabrer, c'est l'initiale, on pourrait dire ça comme ça, c'est le capital aussi. C'est Marcel Proust, votre père, et ceux qui connaissent bien Marcel Proust le savent, parce qu'on pourra d'ailleurs découvrir Jacques de Lacretelle dans cet extraordinaire documentaire de Roger Stéphane, a été de sa génération un des derniers à très bien connaître Marcel Proust. Un mot de la relation de Jacques de Lacretelle et Proust. Eh bien, ça a été une relation, à mon avis, très intense, et qui montre un Proust qu'on n'a pas tellement l'habitude de connaître et de connaître. Car Marcel Proust, je peux le dire, a lancé mon père en littérature, et je l'explique. Très très bien. Oui. Et là, Marcel Proust s'est montré d'un pragmatisme, d'une efficacité, puis d'une amitié, parce que Jacques de Lacretelle n'était pas encore connu et il a vraiment poussé les éditeurs pour s'intéresser à lui. Bien sûr, mon père aurait écrit, si Marcel Proust ne l'avait pas lancé, mais Marcel Proust a écrit à Jacques Rivière, il faut que vous preniez à la NRF Lacretelle, voilà son adresse, et c'était la lettre qu'il envoie à Rivière, n'est pas du tout une lettre proustienne avec des circonvolutions, non. Prenez-le, voilà son adresse, il a besoin de travail, etc. etc. Et mon père doit beaucoup à Proust, et ils ont eu vraiment une relation sûrement très intense. D'accord. Alors, toujours dans cette galaxie qui ne comporte pas de gens médiocres, disons-le, deux autres penseurs, hommes d'intelligence et écrivains importants du XXe siècle, Gide et Valéry. Un mot sur eux. Alors, Gide a été très séduit par mon père. Il est même venu le retrouver dans le Midi, alors que mon père était en train d'écrire. Il y a la relation de leur séjour qui est absolument rocambolesque et très drôle, je dois dire, que j'ai pu retransmettre. Et Paul Valéry a été très bienveillant, et il a même été le parrain de mon père pour son entrée à l'académie. Mon père a été le Benjamin. Il est rentré à l'âge de 45 ans. En 38, je crois. Et il a vécu presque jusqu'à 100 ans. Donc il a siégé 50 ans. Il devait être le doyen d'âge au bout d'un moment. Oui, et puis alors, il y avait qui ont été très bienveillants pour lui, Bel-Essor, qui avait été son professeur au lycée Janson de Sailly. D'accord. Alors, toujours dans cette merveilleuse galaxie, quelqu'un qui est encore assez connu, on donne des noms de lycées, on fait des expositions, ces tableaux ont un style tellement frappant que tout le monde connaît en fait le style de Marie Laurencin. Ah oui. Marie Laurencin a à la fois été une amie, et on peut dire plus qu'une amie, et vous en avez la preuve. Marie Laurencin dans l'univers de Jacques de Lacretelle. Eh bien, mon père a été charmé par Marie, qui avait une poésie dans tous ses gestes, dans tout son comportement. Qui passe dans ses tableaux un peu, non? Oui, elle était tout à fait charmante. Alors ils ont eu une liaison qui a dû commencer vers l'année 22, par là, et qui s'est poursuivie aux fiançailles de mon père. Il y a la dernière lettre où elle dit « On me dit que tu es fiancée » et non, on me dit que tu vas te marier. Et alors il dit non, c'est pas vraiment comme ça, mais en fait... Et après, ce qui a été touchant, c'est que Marie est restée une amie intime,
et elle a eu la gentillesse de faire mon portrait. Voilà, de vous l'avez m'écrire. connue vous-même. Oui. Oui, et alors j'ai été posée chez elle quand j'avais 12-13 ans. Et Quelle elle impression était vous faisait-elle à ce moment-là? exquise. Exquise. Elle ne vous intimidait pas? Et alors on s'entendait très bien parce que, je ne sais pas comment expliquer, mais je croyais toujours aux fées. Ah. Et elle Ah bon? aussi. Alors on parlait des fées et des choses un peu étranges, des dragons, des choses un peu féeriques comme ça. Et je m'amusais beaucoup avec elle. Et c'était une femme charmante qui a été malheureusement coupée de ses amis par sa dernière liaison Tout à fait. avec sa servante. Vous avez bien raconté ça. Quand on étudie, pour dire d'un mot, tout ce qui composait l'entourage de vos parents, finalement, on a ce que certains ont défini avec cette appellation, vous direz ce que vous en pensez, comme le panorama de la Café Society. Est-ce que vous croyez à ce concept de Café Society? Et si oui, c'était quoi? Parce que ça aussi aujourd'hui c'est étudié, des gens font des livres là-dessus, comme un phénomène social. Qu'est-ce que c'était ça? Mais je ne sais pas comment expliquer. La Café Society, mes parents étaient n'était pas vraiment, c'était pas la Café Society. D'abord, pour être de la Café Society, il faut avoir de l'argent, beaucoup d'argent, mais ils n'avaient pas du tout des moyens extraordinaires. Et puis surtout, ils travaillaient. Mais ils se retrouvaient dans la Café Society parce que ces gens de la Café Society s'ennuient. Et ils adorent inviter, justement, Jacques de Lacretelle, Paul Morand, Cocteau. Donc ils tournaient autour de la Café Society. Mais eux étaient en marge. Oui. Ils étaient en dehors, ils travaillaient, et puis... Ils passaient pas leur vie aux quatre coins du monde, dans des bateaux. Absolument pas, mais absolument pas. Ils n'avaient pas des voitures, ni des chauffeurs, ni des trucs extraordinaires. Alors, ils venaient plutôt pour conforter la Café Society. Pimenter, apporter quelque chose de leur charme, de leur culture. Je ne vois ça que comme ça. Mais on ne peut pas dire qu'ils en faisaient partie parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. D'accord, pour une raison d'argent. Oui. Alors là, et puis aussi de vitalité intellectuelle et mentale. Encore que je ne dis pas que la Café Society ne soit pas très intelligente, mais ils travaillaient tout simplement. D'accord, il y avait des préoccupations oui. tout à fait Alors, ils communes. étaient invités plus par prestige, pour avoir quelqu'un de prestigieux dans son salon, que parce qu'ils en étaient des représentants. Ils n'en faisaient pas partie. Ils n'avaient pas d'yacht, ils n'avaient pas de... Non. Alors, parmi ses amis, il y a une personnalité qui se dégage et je dois vous avouer que je n'avais pas conscience d'à quel point cette personne était un ami, l'ami intime presque de votre père. Cette personne, c'est Paul Morand. Paul Morand laisse un souvenir, disons-le objectivement, mitigé, tout de même à notre époque. Ça laisse le souvenir d'abord d'une image un peu brouillée, bon, mais aussi de quelqu'un d'un petit peu mystérieux, une personnalité énigmatique. Et je ne suis pas tombé de ma chaise, mais enfin, vous en donnez une image très différente dans votre livre, comme d'un homme d'abord détendu, affable, là il ne se sauve pas par les fenêtres ou par les dessous de table, et puis il avait la réputation de ne pas aimer beaucoup les enfants, et c'est pas du tout comme ça que vous l'avez vu. Comment avez-vous vu Paul Morand? Alors je ne comprends pas parce que nous le connaissions, donc mon père l'a connu, je pense vers 1900, au chevet de Proust, 17, 18, ils se sont rencontrés là, et... donc c'est une amitié. Et ils sont nés la même année, 88. L'un en mars, l'autre en juillet. Donc vraiment des contemporains. Et Paul et mon père s'entendaient, vous comprenez, il n'y avait aucune barrière entre eux, et Paul n'avait aucune raison je reconnais, de se plonger dans ce côté un peu secret. Et puis, quelquefois, je l'ai vu en public, alors, il restait assis, il regardait, il écoutait, et alors on pouvait le trouver justement secret. Mais avec mon père, il n'y avait aucune barrière. Et il s'amusait. Je peux vous dire que les conversations étaient un enchantement. Il s'amusait énormément, mais vraiment. Et ils étaient détendus. Et Paul reportait
ce côté très joyeux sur nous, de sorte que c'était extravagant. Quand ils venaient dîner, nous on était déjà, on prenait jamais aucun repas avec nos parents, mais il y avait les Morand qui étaient là, on savait que Paul et Hélène étaient là. Alors Paul, on devait dormir et il fallait qu'on soit couché, on était petits, mais Paul rentrait et c'était une bataille de polochon. Ah bon, quand même. Ah oui, oui, et on s'amusait. Avec Paul Morand, une bataille de polochon. Bah, on n'imagine pas du tout ça. Il rentrait, alors c'était comme ça, là. Où sont-ils? Où sont-ils? Il criait comme ça, puis comment... Enfin, c'était tordant. C'était pas du tout le Paul énigmatique. Mais comment vous réagissez à tous ces livres et où lui-même, c'est pas les autres seulement, lui aussi il donne quand même cette image de lui. Comment c'est possible cette distorsion? Oh ben là, il s'amusait et puis il n'avait pas. C'était un moment de détente. Enfin, c'était un moment de détente et on les a vus tout au long de notre vie parce que à Paris, ils venaient nous voir. J'avais une grand-mère qui suivait des soins dans une ville d'eau, pas loin de chez les Morand, et alors on voyait les Morand en exil, et puis après j'étais dans les Yvelines, à côté de Bourdonnais, où Paul avait cette maison très amusante, avec un mobilier très exotique. Il y avait une chambre portugaise, comme avenue Charles Floquet, il y avait des armoires boules et chinoises. Enfin, Paul était éclectique et c'était très amusant. Alors, moi j'aimerais aussi, à propos de Morand, bon, écoutez, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Vous savez bien qu'une des choses qu'on reproche beaucoup aujourd'hui à Morand, c'est son antisémitisme. Oui. Il est un peu responsable, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que quand on lit sa littérature autobiographique, fictive, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Or, votre père a été un écrivain de l'inverse, puisqu'il a écrit Silbermann, je reviens sur ce livre, qui est clairement à un moment en plus critique, puisque c'est les années 30. Il n'en parlait pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passait entre eux sur ce sujet-là? Jamais votre père ne discutait de ces choses-là avec Morand? Non. Et Morand ne discutait pas de... Vous ne savez pas, par exemple, comment Morand a accueilli Silbermann, par exemple? Ah, ça, je ne sais pas, parce que Silbermann, c'était... Vous étiez toute petite à ce moment-là. Oui, en 22. Alors, en 40... Non, mais ça, je ne les ai jamais vus avoir une polémique là-dessus. Jamais. Alors, si vous permettez, on va essayer de finir notre entretien un petit peu comme on finit une très belle fête par un feu d'artifice. Et pour ce feu d'artifice, nous allons nous transporter à Venise et nous allons aller dans un bal, peut-être le plus beau bal puisqu'on l'a appelé le bal du siècle, le bal Bestegui. D'abord, vous allez le resituer. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'a été cette fête? Écoutez, inouïe, à nul autre pareil. Qu'est-ce qu'a été en 1951 le bal de Charles de Bestegui à Venise au Palais Labia? C'était vraiment à ce moment-là la fin de la guerre, parce que évidemment on ne s'imagine pas qu'une guerre se termine au son du clairon et que tout, ce serait magique, réapparaît comme avant la guerre. Et la guerre s'est poursuivie, les tickets pour le pain, il n'y avait pas d'électricité. Enfin, on a encore subi 4 ans de réparation de la guerre et il n'y avait plus les bombes, mais on était encore dans une misère extrême. Et puis, peu à peu, la vie a repris. Et ce mécène, et cette famille de mécènes, parce que les Bestegui ont donné je ne sais combien de tableaux au Louvre et collections Bestegui, ce mécène a voulu sauver un sublime palais de Venise qui a les fresques de Tiepolo. Et il a restauré le palais et ça a créé une espèce d'excitation artistique. Le palais Labia se restaure et là-dessus il a décidé de donner cette fête costumée, mais comme il était très cosmopolite, il était d'origine mexicaine, élevé en Espagne, vivant en France.
étudiant, vivant en France, étudiant en Angleterre. Donc c'était vraiment ayant des amis aux États-Unis et dans le monde entier. Donc les gens sont accourus du monde entier pour cette fête extraordinaire. Et comme il avait une fantaisie, une imagination, mais hyperbolique, qui se déployait dans tous les domaines, c'était une fête ravissante et extraordinaire. D'abord déjà le palais, toutes ses inventions. Il avait fait peindre pour les sols des faux tapis en savonnerie, mais il y avait des guirlandes de fleurs, il y avait des bouquets d'une certaine forme et tout ça. Enfin, il avait réservé Venise quasiment, avec tous les gondoliers, enfin absolument, voilà. Et absolument. la terre entière est venue. Est-ce que vous pouvez nous dire, écoutez, je crois qu'il y avait Orson Welles, il me semble qu'il y avait Churchill, il me semble qu'il y avait aussi Morand, qui a accompagné vos parents à ce bal. Qu'est-ce qu'il y avait encore Jean Tierney, une actrice fabuleuse. Enfin, il y avait vraiment des personnages incroyables à cette soirée. Alors il y avait des gens comme les Lopez, des gens très fortunés qui avaient acheté des costumes d'empereurs chinois qu'ils avaient trouvés, Alexis des costumes Drédé, anciens. bien sûr. Et puis alors il y en avait plein d'imagination, comme Dior, qui avait créé des espèces de grands personnages géants, comme des personnages je ne peux pas vous dire, même pas de Dürer, je ne sais pas, des personnes inventées. Et puis alors il y en avait d'autres, comme Lanvin, qui était, oui, enfin, Marie-Blanche de Polignac, Lanvin, était en chevalier d'Éon. Et elle donnait la main à Castillo, qui était lui en homme, et enfin il faisait le chevalier, ils étaient extraordinaires. Vous-même, vous étiez déguisée en quoi? Oh, moi j'étais juste en vénitienne, ma mère avait un costume ancien, et moi j'étais juste en vénitienne avec un grand domino rouge, et Paul avait un grand domino marron, et Hélène, on était en domino, on n'avait pas pu avoir des costumes extraordinaires, mais Lady Cooper, l'ambassadrice d'Angleterre, représentait la fresque de Tiepolo. Elle était en Cléopâtre. Et elle était assise, elle aidait Charlotte Bestegui à recevoir les entrées, et elle était à l'image de la fresque de Tiepolo au-dessus d'elle. Que l'on voit dans un des salons. C'était très joli. Que l'on voit dans un des salons du Labia. Oui, et il faut aussi préciser que lors de cette fête, vous avez fait ce qu'on appelle votre entrée dans le monde. Il y a plus médiocre quand même pour cela. Oui, je reconnais que c'était assez merveilleux. Est-ce que vous repensez souvent à cette occasion? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui revient? Oui, et je repense parce que Charlotte Bestegui est venu s'asseoir à côté de moi à un moment donné où j'étais assise et sur un canapé, j'étais là émerveillée, puis il s'est venu s'asseoir et il m'a dit « Tu sais, comme je t'envie, comme je voudrais que ce soit mon premier bal ». Et j'ai trouvé ça très gentil, parce que ça voulait dire qu'il sentait le temps passer. Il se rendait compte, oui. Ils sentaient tous le temps passer. Mon père et Morand, ils ont 65 ans, c'est l'âge hybride, où on a encore de belles années, bien sûr, mais tout est déjà derrière vous. Bien sûr. Et ils l'ont ressenti. Et puis, après tous ces événements atroces de la guerre, de leurs amis disparus, donc c'était une fête. Mais là, elle avait sa part de mélancolie. Alors, nous avons évoqué donc un peu votre vie, un peu vos ressentis au contact de personnages extraordinaires, à commencer par vos parents. Et maintenant, réellement, pour conclure cette émission, à la fois en écho à l'épigraphe de Morand et à ce que dit Marie Laurencin, page 161, je vais vous poser une ultime question. Voilà ce que Marie Laurencin dit, page 161, et que vous citez. Ce que j'ai pu chialer en douce, c'est inimaginable. Et vous-même, vous emboîtez le pas en disant oui. Vous aviez raison, chère Marie. Aujourd'hui, octogénaire, je puis l'affirmer par bienséance, on ne peut chialer qu'en douce. Est-ce qu'on guérit de son enfance, Anne de la Cretelle? Non, alors voilà. C'est vrai que, enfant, j'étais très atteinte par ces parents qui n'étaient pas là. Enfin, et je pleurais beaucoup. Alors un jour, je le raconte dans le livre,
mes parents m'ont demandé, mais enfin, pourquoi pleures-tu? Et alors, je trouvais cette question indiscrète. Même si petite, je l'ai trouvée idiote, au fond, et indiscrète. Alors, j'ai essayé de faire une réponse qui leur, si je peux dire vulgairement, leur couperait le sifflet. Et j'ai dit, parce que j'aime mes larmes. Alors, ils ne savaient plus quoi dire. Mais je trouve que c'est très vulgaire de pleurer devant les autres. Et beaucoup de gens, je suis sûre, seront de mon avis. Que voulez-vous, comme Marie Laurencin, on peut pleurer qu'en douce. Parce que ça ne sert à rien de montrer son chagrin aux autres. Ou ils sont gentils et ils compatissent et ça leur fait de la peine, ou ils sont égoïstes et ils s'en foutent. Et à ce moment-là, ils disent quelle raseuse. Donc on ne pleure pas devant les autres. Très bien. Anne de Lacretelle, merci infiniment de nous avoir reçus et répondu à l'invitation de l'Essonne en auteur pour cet entretien exceptionnel dans votre si belle maison. Comme tous les littérateurs ayant du talent, vous avez su magnifiquement et pudiquement faire des souffrances une œuvre. Je rappelle le titre de votre œuvre, Tout un monde, aux éditions de Fallois. Et c'est ainsi que nous prenons congé de nos spectateurs en leur donnant rendez-vous au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en auteur. Merci Anne de Lacretelle. Merci beaucoup.